Pensais-tu que Luffy avait atteint les limites de sa puissance? Et crois-tu que Kizaru n'est qu'une machine qui exécute les ordres du gouvernement mondial sans émotion? Alors, l'épisode d'aujourd'hui va faire exploser toutes tes attentes. Dans l'épisode 1126, Oda nous plonge au cœur du combat le plus important de l'arc Egghead, Luffy contre Kizaru. Cet épisode n'était pas un épisode ordinaire, c'était une déclaration claire d'Oda. La guerre a officiellement commencé à Egghead. T'imaginais-tu que Kizaru, l'amiral de la lumière, commencerait à hésiter et que Luffy en Gear 5 ne serait plus juste une blague aléatoire, mais un symbole de liberté brisant les ordres du gouvernement? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les détails cachés, les messages symboliques et les surprises que beaucoup de spectateurs ont manquées. Mais avant de commencer, si tu fais partie de ceux qui aiment les analyses profondes et réalistes de l'univers One Piece, n'oublie pas de soutenir cette vidéo avec un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche, car ce qui arrive, c'est feu sur feu et un engouement de folie. Parmi les moments les plus importants de One Piece, les déplacements de Kuma, que certains pensent aléatoires. Mais en réalité, le focus de l'auteur sur ces déplacements n'est pas anodin, surtout qu'ils sont liés aux événements de l'île Egghead, et il est clair qu'Oda laisse entrevoir un événement majeur qui va bouleverser tout le monde dans les prochains épisodes. Ce qui m'a particulièrement interpellé, en tant que spectateur de l'anime, c'est la conscience partielle de Kuma. Il semble commencer à retrouver une certaine conscience. On peut le confirmer par l'attaque qu'il a lancée contre les gardes à Mariejoa. Il a nommé son attaque comme s'il était conscient. C'est étrange, bien sûr, car nous savons que Kuma a perdu sa mémoire et sa perception humaine. Autrement dit, il ne devrait même pas pouvoir utiliser une attaque ou lui donner un nom. Donc si cela signifie quelque chose, c'est que Kuma commence à retrouver peu à peu ses souvenirs, et le focus d'Oda sur ses déplacements, qui paraissent désordonnés, n'est pas un hasard. Il y a un lien fort entre quelque chose qui s'est produit à Egghead et les déplacements de Kuma, ainsi que sa fuite du QG de l'armée révolutionnaire. Pour expliquer plus clairement, les techniques du fruit de Kuma fonctionnent différemment de ce que l'on croit. Au début, on comprend qu'il peut extraire la douleur d'une personne et la transformer en une grande paume. Et pour que cette douleur disparaisse et ne revienne pas à son propriétaire, il faut toucher cette paume, ce qui entraîne la disparition définitive de la douleur. Cette partie est bien comprise, je pense. Mais ce qui est mystérieux, c'est la bulle de souvenirs que Bonnet a trouvée dans le laboratoire de Vegapunk. Cette bulle représente une copie des souvenirs de Kuma, et quand Bonnet l'a touchée, elle a vu tout le passé de Kuma, jusqu'au moment où il est devenu un robot sans émotion. Et si vous faites attention, pendant son affrontement contre Kizaru, Bonnet a changé d'avis sur l'idée d'éliminer Vegapunk. Même Luffy l'a remarqué dans l'épisode précédent, en disant qu'elle avait l'air différente d'avant. Et peut-être que cela vient du fait qu'elle a découvert la vérité sur ce qu'il s'est passé avec Kuma. L'idée centrale ici, c'est que la bulle de souvenir que Bonnet a touchée est fortement liée au mouvement de Kuma. Dès qu'elle l'a touché, Oda a commencé à nous montrer Kuma devenant incontrôlable avec des mouvements étranges. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Si vous regardez les épisodes précédents, vous verrez que chaque fois que Bonnet apparaît, on se focalise immédiatement sur Kuma. Cela signifie que ces déplacements sont liés au toucher de Bonnet à cette bulle de souvenir. Ce qui veut dire que c'est différent de la bulle de douleur, car lorsqu'une personne touche la bulle de souvenir, les souvenirs reviennent à leur propriétaire, alors que la bulle de douleur disparaît simplement en transférant la douleur à celui qui la touche. Et donc, depuis que Bonnet a touché la bulle des souvenirs de Kuma, les souvenirs de sa vie commencent à lui revenir progressivement. C'est pourquoi ces déplacements paraissent étranges ou aléatoires, mais en fait, ils ne le sont pas. Il est probable qu'il se rende dans des endroits qu'il a visités par le passé, ou que certains souvenirs lui reviennent subitement, ce qui donne l'impression qu'il cherche quelque chose qu'il a revu en mémoire, car c'est impensable qu'il utilise soudainement le pouvoir de son fruit sans raison. Logiquement, il a perdu ses souvenirs et ses émotions. Cela veut dire qu'il ne sait plus rien de lui-même. Mais maintenant, il a recommencé à utiliser son pouvoir de téléportation instantanée. Donc, ce que je veux dire, c'est que Kuma se dirige vers Egghead, peut-être à la recherche de Bonnet ou quelque chose du genre, mais il est sûrement en route vers là-bas. Surtout que la fin de cette scène coïncide avec la direction de Kuma vers l'océan de l'île Egghead. La scène montrant Kuma se dirigeant vers Egghead sans s'arrêter a été l'un des moments les plus émouvants de l'épisode. Un homme sans volonté, c'est ce qu'on voulait nous faire croire. Mais la vérité, Kuma se bat toujours, malgré la programmation, malgré la douleur, quelque chose de plus fort le pousse, peut-être l'amour, ou une promesse, ou un héritage qui n'a pas encore été oublié. Mais il ne faut pas oublier ce qu'a fait Akainu, puisqu'il a attaqué Kuma sans pitié, et il aurait sûrement causé sa mort. Akainu voulait éprouver de la sympathie pour lui, tout comme Kizaru le fait maintenant. Mais cet homme ne connaît pas le sens du mot pitié, surtout qu'il est comme un chien pour les dragons célestes, et son attaque contre Kuma l'a qualifié de chien des ténèbres. Cependant, Kuma a miraculeusement
survécu à son attaque, et après avoir pris conscience du danger, il s'est immédiatement déplacé vers l'endroit suivant, l'île Egghead, mais nous ne savons pas quand il arrivera. Cela devait être avant la nuit du siège probablement, car Bonnie a touché les souvenirs de son père avant la nuit du siège. Cela signifie que ce que nous avons vu au début de l'épisode était avant les événements qui se déroulent actuellement. Pendant ce temps, nous assistons à un affrontement entre Kizaru et Luffy, et la surprise est plus grande que ce que nous imaginons. Luffy est passé directement en mode Snake Man du Gear 4, un développement rapide des événements. Si Luffy a choisi d'utiliser ce mode, cela signifie qu'il connaît bien la force de Kizaru, qui repose en grande partie sur la vitesse. Le mode Snake Man a des attaques très rapides et imprévisibles, car elles rebondissent de manière continue sans s'arrêter. Ainsi, le choix de Luffy était correct en choisissant ce mode pour ce combat, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Personnellement, j'aime l'intelligence de Luffy et sa rapidité d'esprit lorsqu'il s'agit de combat. Il réfléchit toujours et trouve des solutions, contrairement à d'autres moments où il est toujours stupide. Cependant, cette fois-ci, le mode Snake Man n'était pas suffisant pour contrer la vitesse de Kizaru. C'était comme un échauffement avant le vrai combat, et on aurait dit que Luffy allait se battre plus longtemps avec ce mode, surtout que ses attaques ont un peu surpris Kizaru, qui l'a félicité pour avoir vaincu le Yonko Kaido, en le complimentant contrairement à Lucci, qui n'a jamais reconnu sa force. Il lui manquait encore quelque chose en tant que Yonko des 4. Kizaru, ici, ne sous-estime pas ses ennemis, peu importe leur motivation. Après avoir immédiatement compris le niveau de force de Luffy, il a décidé de répondre par une attaque ultra rapide qu'on ne peut pas esquiver. Il est d'abord retourné en arrière et a préparé un coup de pied extrêmement puissant à la vitesse de la lumière. Et soudainement, boum, Luffy a été projeté loin, détruisant leur espoir de fuir ce siège. Ce robot géant qui porte le navire du chapeau de paille, et qui était leur seul espoir pour exécuter leur plan d'évasion, a été détruit par l'attaque de Kizaru sur Luffy. Parce qu'à cause de la puissance et de la vitesse du coup de pied de Kizaru, Luffy a été propulsé avec une grande force vers le robot, ce qui a causé de lourds dégâts, le brisant en deux. Cela signifie que tout l'équipage de Luffy et les copies de Vegapunk vivent leur pire moment de leur vie, car leur espoir de fuite a maintenant disparu. Alors, quelle est la solution maintenant? Et comment l'équipage du chapeau de paille va-t-il surmonter ce problème? Allons-nous voir des personnages extérieurs venir en aide, comme Dragon ou la grande flotte de Luffy, et d'autres? Ou la fin de cet incident sera-t-elle plus choquante que ce que nous imaginons? Mais en dehors de cela, Kizaru, dans la première partie de ce combat, et même dans l'épisode précédent, semblait être frustré et montrait une sorte d'hésitation. Kizaru a toujours été connu pour son calme étrange et son indifférence. Mais dans cet épisode, il y a eu une fissure évidente dans ce personnage de fer. Lorsqu'on lui a demandé d'exécuter l'ordre d'assassiner Vegapunk, il a hésité pendant un moment. Et cette hésitation était silencieuse, mais elle était plus forte que 1000 mots. Ses regards, son hésitation, la lenteur de ses réponses, tout cela indique un conflit intérieur profond. Kizaru est-il en train de reconsidérer sa loyauté? Et se voit-il simplement comme un outil? Ce changement pourrait être le début d'une scission dangereuse au sein même de la marine. J'ai remarqué qu'il a demandé à Luffy pourquoi il aidait Vegapunk, alors qu'il a été choqué par la réponse de Luffy, qui lui a renvoyé la question de manière inversée. Pourquoi voulez-vous tuer le vieux Vegapunk? Et là, la surprise s'est affichée sur le visage et dans les yeux de Kizaru, mais j'ai eu l'impression qu'il appréciait ce que Luffy avait dit, tout en ressentant de la douleur, car le mot « tuer son ami » semblait vraiment cruel pour lui. À ce moment-là, peut-être que Kizaru a commencé à admirer Luffy, et peut-être qu'il a placé son dernier espoir en lui pour changer le cours des événements d'une manière inattendue. Et si vous êtes des lecteurs du manga, vous comprendrez ce que je veux dire. Bref, après l'attaque que Luffy a reçue, qui a entraîné la destruction du robot Vega Force One, nous avons vu que Bonnie a essayé d'attaquer Kizaru, mais ce dernier n'a montré aucune pitié, comme Akainu, et l'a projeté loin dans le ciel. Il était bon qu'Oda montre la différence de force entre les deux, car nous parlons d'une des supernovae de la génération de Luffy et des autres. Mais ce qui m'a frappé, ce sont les mots de Kizaru à Bonnie. Il l'a regardé et a dit « On dirait que les enfants d'aujourd'hui grandissent vite », ce qui est un peu étrange, car il a qualifié Bonnie d'enfant, alors qu'elle semble plutôt mature, presque du même âge que Luffy, ou peut-être plus âgée. Y a-t-il un secret qu'Oda cache à propos de l'âge réel de Bonnie? Personnellement, en tant que lecteur du manga, je ne veux pas vous spoiler, car je connais déjà la réponse. Mais vous, en tant que spectateur de l'anime, donnez-moi votre avis sur cette question, et faites travailler vos esprits pour formuler des hypothèses à ce sujet. Au moment où vous donnez votre avis dans les commentaires, Franky essayait aussi de participer à l'attaque de Kizaru, mais ce dernier lui a répondu avec mépris, et ne s'en est pas soucié, se dirigeant rapidement vers l'endroit où se trouvait Vegapunk, après avoir accompli sa mission de destruction du pilier principal du plan d'évasion. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette scène, car Kizaru a montré son autorité et sa grandeur en tant qu'amiral, car au lieu de se lancer dans un combat inutile, il a choisi de ne pas prêter attention à Franky, qui ne pourrait même pas l'effleurer. Même si Kizaru essaye de faire traîner les choses et de retarder le processus autant que possible, puisqu'il trouve l'opération difficile, il a choisi de se débarrasser de Franky, qui n'a même pas la force nécessaire pour l'attaquer.
Ainsi, la seule solution restante pour Franky était d'avertir le groupe de Nami et Vegapunk du danger que Kizaru représente pour eux. Et oui, ce moment était à couper le souffle, montrant la dangerosité de Kizaru, qu'il serait difficile d'affronter ou d'arrêter, en l'absence de Luffy et Zoro. Même Luffy, en mode Snake Man, n'était pas capable de l'arrêter. Attendez-vous à ce que Sanji fasse quelque chose contre cet amiral? Bien sûr, Sanji essayera de l'arrêter si nécessaire, mais il n'a pas la puissance nécessaire pour rivaliser avec un amiral aussi puissant que Kizaru, et même s'il parvient à le suivre pendant un certain temps, Sanji se fatiguera rapidement ou sera vaincu par un coup de pied extrêmement puissant à la vitesse de la lumière, comme Luffy. Mais à ce moment-là, Sanji et Jinbei étaient hors de portée, car ils étaient allés chercher des objets importants pour Vegapunk, après que le génie ait réussi à déchiffrer le code de York, ce qui leur permettait maintenant d'ouvrir la coupole des frontières et de fuir selon leur plan, mais malheureusement, ils étaient un peu en retard. Ils avaient résolu le problème du code, mais un autre problème est apparu lorsque Kizaru a détruit le robot Vega Force One. Ce moment était rempli de choc, de drame et même de comédie, surtout avec l'arrivée de Kizaru à l'endroit où se trouvait Vegapunk. Tout le monde était terrifié, surtout les membres les plus faibles de l'équipage de Luffy présents sur place, et il était évident que Kizaru traversait une période difficile lorsqu'il a dit à Vegapunk qu'il devait accomplir sa mission rapidement, car plus il tardait, plus les chances de son hésitation et de sa souffrance augmentaient. Mais les événements prennent un autre tournant surprenant avec le retour de Luffy, cette fois-ci en mode Gear 5, et nous assistons au retour de Nika. La musique est très agréable pendant ce moment où le guerrier de la libération revient, et cela me met dans une excitation extrême. À ce moment, Luffy bouge de manière folle. Au moment parfait, il attrape Kizaru avant qu'il n'attaque Vegapunk. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse incroyable de Luffy en Gear 5, qui a augmenté d'une manière inimaginable, et on peut dire qu'il est maintenant capable de rivaliser avec la vitesse de Kizaru, car le Seigneur du Soleil est la source même de la lumière. Il était clair qu'il était extrêmement rapide au moment où il a attrapé Kizaru, surtout qu'on parle d'un utilisateur de fruits Logia, capable de se déplacer à une vitesse incroyable. Donc, à ce moment-là, Luffy a montré une vitesse stupéfiante en attrapant l'amiral, et grâce à son haki, Kizaru ne pouvait plus échapper à sa prise. Mais ce qui est étrange dans toute cette partie des événements, c'est la synchronisation de l'apparition de Nika avec le réveil du vieux robot géant. La fin de l'épisode a été très choquante, car personne ne s'attendait à ce que le vieux robot se réveille exactement à ce moment. Surtout avec la destruction du robot Vega Force, on dirait que l'auteur suggère que ce robot ancien remplacera le rôle de Vega Force One. Ce qui est intéressant, c'est la synchronisation de l'apparition de Nika avec ce robot. Pourquoi il ne s'est pas réveillé la première fois lorsque Luffy s'est transformé contre Lucci? La réponse est simple, c'est qu'auparavant, Luffy s'était transformé de manière naturelle. Il s'est transformé de son propre gré, mais cette fois, cela a été fait par nécessité, et peut-être que le fruit a lui-même décidé de se transformer, comme cela s'était produit à Wano. Nous savons tous que les fruits Zoan ont une volonté propre, et je sais que vous vous demandez comment cela a pu se produire. Après le coup que Luffy a reçu de Kizaru, il a traversé le champ de laser, qui est impossible à franchir, sauf pour Kizaru, qui est la lumière elle-même. C'est pourquoi Luffy, la première fois qu'il a traversé ce champ de laser, a été confronté à la mort, et immédiatement, le fruit l'a ramené à la vie, en se transformant rapidement en Gear 5. Et Oda n'a pas voulu répéter la même scène qu'à Wano, afin d'éviter trop de critiques, et aussi pour garder la grandeur de l'apparition du réveil, lors de la première fois. Donc, cette fois-ci était différente de la précédente, et c'est pourquoi le fruit a fait en sorte que Luffy se transforme en mode Nika, au moment où il faisait face à la mort, après avoir traversé le champ de laser. C'était très similaire à la première apparition du réveil, lorsque Zunisha parlait du retour du Joy Boy. Les deux événements partagent le même phénomène, à savoir le réveil du fruit Nika de manière autonome et non de la volonté de Luffy, ce qui a fait en sorte que Zunisha ressente le retour du Joy Boy. Et ce que je dis est confirmé par ce que Luffy a dit à Kizaru lorsqu'il l'a attrapé. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela nous mène à une théorie folle? Luffy possède une capacité de régénération, ou une capacité similaire à l'immortalité. Je vais lire vos avis dans les commentaires.